Trader sans zone d'intervention claire peut coûter très gros à votre rentabilité sur les marchés financiers. Et ce que j'appelle les blocs de flux d'ordre, à ne pas confondre avec les order blocks, vous permettent de déterminer précisément à partir de quelle zone de prix il est intéressant d'entrer en position. Dans cette vidéo, on va voir 3 points qui expliquent pourquoi vous devez intégrer ces zones à votre trading. Et le troisième point sera celui qui fera augmenter le plus votre rentabilité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis trader particulier depuis 5 ans maintenant. J'ai généré des centaines de milliers d'euros en propre firme et en compte propre. Et je partage ma vision des marchés depuis 3 ans sur mon site disponible dans la description. Et j'utilise une stratégie basée sur les blocs et les flux d'ordre. Et j'ai ouvert cette chaîne pour vous donner les clés de cette stratégie et ma vision du marché avec celle-ci. Donc le premier point qu'on va aborder pour comprendre pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir une zone et de cartographier les zones importantes dans son trading, c'est que la structure en elle-même ne suffit pas. On a abordé dans notre dernière vidéo la notion de structure et notamment la lecture des tendances via les blocs de flux d'ordre. Je vous la remets en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi la structure ne suffit pas et pourquoi il faut préciser une zone spécifique dans laquelle rechercher des positions et ne pas uniquement se fier à la structure de marché. Même si la théorie de dos et la lecture des tendances, quand on les maîtrise vraiment, nous donnent une bonne idée d'où le marché peut aller, ça ne suffit pas. La structure et la liquidité qu'on a déjà abordées dans de précédentes vidéos répondent à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je souhaite acheter plutôt que vendre? Pourquoi est-ce que ce que je vois sur le marché me donne envie d'acheter ou de vendre? Les zones, elles ont pour but de répondre à la question du quand. À quel moment est-ce que je vais m'intéresser au prix une fois que j'ai identifié la structure du marché? Par exemple, si on prend cette configuration-là, est-ce que ça va être cette zone bleue ici? Est-ce que ça va être celle-là? Est-ce que ça va être celle-là? Et maintenant que je connais mon pourquoi et que je sais que par exemple je veux acheter à la hausse, il faut que je comprenne quand est-ce que je dois acheter. À quel moment est-ce que je dois cliquer sur le bouton. Et l'intérêt d'utiliser ces zones, peu importe lesquelles, c'est également de mieux comprendre le marché et de focaliser ton attention là où le prix a de fortes chances de réagir. Si on prend l'exemple d'une structure haussière, du point haut et du point bas qui la composent, on se rend rapidement compte qu'on peut intervenir dans une intervalle de prix énorme. Mais alors, où se placer? Quelle zone est intéressante dans tout ce mouvement? Est-ce qu'il faut attendre que le prix retrace? Est-ce qu'il faut acheter en plus petit time frame? C'est la question à laquelle on va répondre tout au long de cette vidéo. Il faut d'abord comprendre que ne pas avoir de zone crée un problème structurant dans une stratégie qui est celui du ratio risk-reward. Donc le risque que vous allez mettre en jeu comparé au gain que vous allez vouloir récupérer. Si votre gestion du risk-reward n'est pas bonne, ça dépendra évidemment de votre stratégie de trading. Certaines sont faites pour jouer des petits mouvements, d'autres des gros mouvements. Mais en tout cas, une chose est sûre, si votre gestion du ratio risk-reward n'est pas bon, vous pouvez être le meilleur trader du monde, vous n'arriverez à rien. D'où l'importance de trouver une zone pour maximiser ce ratio risk-reward. Donc maintenant, on va voir comment cartographier une zone, notamment grâce au bloc de flux d'ordre que j'utilise depuis le début de cette chaîne, et que je vais enfin pouvoir vous expliquer plus en profondeur. Pour déterminer nos zones durant toute cette vidéo, on va utiliser ce que j'appelle les blocs de flux d'ordre. J'en ai déjà parlé dans mon Discord et dans les anciennes vidéos. C'est tout simplement comme vous le voyez sur le graphique, les mouvements haussiers et baissiers segmentés dans une structure de marché. Le cas vous paraît très simple ici, mais on va voir qu'il existe beaucoup d'autres possibilités. Ici, c'est simplifié au maximum pour que vous compreniez la base. Le premier point important, c'est qu'une zone, on va l'utiliser pour maximiser le win rate. Parce que le but en tant que trader, c'est de tirer un maximum de profit des marchés tout en conservant son capital. Et la mission, contrairement à ce que la majorité des traders de TikTok ou de je ne sais où vous font croire, elle est extrêmement complexe. Il faut partir du principe que tout ce qui peut nous amener à une augmentation des probabilités dans notre sens, on doit au moins l'étudier et le tester. Et les zones font partie de cette augmentation de probabilité. Le premier point lié au bloc de flux d'ordre, c'est l'inefficience du prix. Je vais vous présenter tout au long de cette vidéo des cas d'usage que j'utilise couramment dans mon trading et qui me permettent de déterminer à quel moment je m'intéresse au prix. Et je vous ai symbolisé ça par des flèches. Quand elles sont rouges, c'est la partie durant laquelle je ne suis pas intéressé par le prix. Et quand elles sont vertes, c'est la partie durant laquelle je le suis. Et pour simplifier, vous aurez toujours le schéma haussier à gauche, le schéma baissier à droite. Ici, dans ce graphique, on retrouve nos blocs de flux d'ordre. J'ai dessiné uniquement ceux qui nous intéressent, haussier en tendance baissière et baissier en tendance haussière. Tout simplement car ce sont dans ces blocs que les institutions financières prennent leurs profits ou ouvrent des positions. Maintenant, la chose qui fait partie intégrante de mon trading et qu'on va aborder ici, c'est l'inefficience du prix. En apparence, on pourrait croire à des FVG ou de l'imbalance, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai pas besoin de mèche ou de corps de bougie pour valider une inefficience du prix. Je peux avoir une zone d'inefficience qui n'est pas considérée comme un FVG ou une imbalance. Techniquement, ça revient à l'avoir sur une très haute time frame. Je rentre pas forcément dans le détail, mais il faut comprendre que la manière que j'ai d'analyser cette zone et de l'utiliser, elle est extrêmement différente de ce que vous voyez plus couramment avec ce qu'on appelle ICT ou la SMC. C'est pas forcément des termes avec lesquels j'ai envie d'être associé. La définition de cette zone d'efficience, c'est tout simplement la zone dans laquelle le dernier bloc inverse à la structure ne se sont pas rencontrés. On le voit ici, on a un bloc baissier en rouge ici et un deuxième ici, et ce deuxième n'est pas venu revisiter le premier, ce qui laisse une zone d'inefficience. Et le marché est donc
inefficient car la connexion entre les ordres du premier mouvement présent dans ce bloc et ceux du deuxième mouvement présent dans celui-ci n'ont pas eu lieu. Et cette connexion, elle se fera à un moment ou à un autre dans l'immense majorité des cas. Simplement car laisser cette inefficience du prix exister, c'est accepter une perte sèche sur les marchés pour les banques d'affaires, les fonds d'investissement et toutes les autres institutions financières. Donc à partir du moment où je décèle cette zone d'efficience, je sais que mon œil et mon attention vont être particulièrement mis à l'épreuve quand le prix va venir la combler. On le voit avec les flèches ici, je m'intéresserai au prix uniquement à partir du moment où cette zone d'inefficience sera liquidée. Je pense que le meilleur moyen pour aborder cette zone d'inefficience, c'est prendre cet exemple sur le Bitcoin. Je crois que j'ai déjà pris dans une précédente vidéo, mais il faut comprendre qu'il représente parfaitement la notion d'inefficience du prix. On voit très bien ici un premier bloc baissier qui s'est formé en 2017 et un deuxième bloc baissier qui s'est formé en 2021. Ici, on est sur des très grosses time frames, on est en monthly. Le prix est ensuite venu casser notre structure. Donc là, pour beaucoup de gens, cette cassure, elle était synonyme d'une expansion haussière du Bitcoin. On s'attendait à un retracement, mais on ne s'attendait pas forcément à revenir aussi bas. Mais à l'époque, en 2017, je ne l'avais pas nécessairement compris. J'avais pas encore cette notion de bloc et d'inefficience. Par contre, en 2023, au moment où le prix vient combler cette inefficience pour revenir dans l'ancien bloc, je l'avais compris. On voit très bien que le prix ici avait volonté de revenir dans ce bloc-là, accumuler, repartir. C'est exactement ce qui s'est passé. Et si vous compreniez ça, il y avait de grandes chances que vous investissiez à peu près dans cette zone, chose que j'ai fait, et c'était selon moi le meilleur moment pour investir sur le Bitcoin de la décennie actuelle. Le deuxième point, on l'a déjà abordé dans notre vidéo sur la liquidité que je vous invite à aller visionner et qui est disponible en haut à droite, c'est tout simplement la création de liquidité. Comme on a pu en parler, chaque ordre a besoin d'une contrepartie et les zones de liquidité qui se retrouvent sur le marché, elles peuvent, dépendamment de leur sens, servir de contrepartie à des ordres institutionnels, ou en tout cas des ordres massifs. On visualise encore nos blocs juste ici, et si vous avez l'œil, vous voyez déjà où se trouve la liquidité sur ce schéma. Le but, quand on repère une liquidité sous nos blocs dans une tendance haussière comme ici à gauche, et au-dessus de nos blocs dans une tendance baissière ici à droite, c'est de se demander comment et pourquoi est-ce que cette liquidité pourrait être prise. Si la tendance elle est haussière, alors le composite man, notion qu'on a déjà abordée dans d'autres vidéos, va certainement manquer de liquidité à un moment ou à un autre. Dans le cas où, évidemment, il n'y a pas d'événement majeur sur l'actif en tout cas. Et en sachant ça, on peut très bien utiliser ces zones de liquidité à notre avantage pour se placer en dessous, toujours dans le cas de notre structure haussière ici, et considérer le bloc baissier sous la liquidité, donc ce bloc-là qui est juste ici, comme notre bloc de flux d'ordre sur lequel on va attendre que le prix revienne. Le but, c'est de se dire qu'à partir du moment où il y a une zone de liquidité qui est créée ici, on ne va pas essayer de se placer à l'achat ici, tout simplement parce que notre ordre pourrait servir de contrepartie à la continuation de ce mouvement haussier. Le but, c'est plutôt de placer notre ordre en dessous de cette liquidité au moment où le prix vient la récupérer, en confluence avec notre bloc baissier, pour pouvoir rentrer en position d'achat. Ce discours, évidemment, c'est exactement le même pour le schéma baissier. Ici, le but, c'est qu'on reprenne la liquidité ici pour pouvoir se placer au niveau de cet ordre haussier et profiter de tous les ordres acheteurs qui vont servir de contrepartie aux institutions pour continuer le mouvement baissier. Évidemment, je le dis pas depuis tout à l'heure, il est possible que ce scénario soit pas le bon ou que l'analyse ne soit pas celle attendue. Ici, le but, c'est simplement d'instaurer un cadre et de connaître les points d'intérêt, qui sont ici nos flèches vertes, mais également les points de désintérêt, donc le moment où on n'a pas nécessairement envie de rentrer en position, ici, les flèches rouges. Vous l'avez compris, dans notre cas ici, la liquidité, elle peut servir de moteur à une tendance haussière, et généralement, en fractalisant votre entrée, vous allez souvent trouver une possibilité de sortir votre risque assez rapidement. Pour vous donner un exemple de comment la liquidité peut vous aider à trouver une zone intéressante, ici on avait un premier bloc baissier qui a été poursuivi d'un second bloc baissier après la cassure haussière de la structure, qui était une continuation, et ce bloc a ensuite recassé la structure. Mais pourquoi est-ce que j'attendais pas forcément une position à ce niveau-là? C'est parce que j'avais repéré ici que le plancher de liquidité qui était créé ici était assez énorme. Donc il y avait aucune raison que je vienne me placer ici. En l'occurrence ici, j'ai pas pu prendre ce trade, c'est juste un exemple. Mais une chose est sûre, j'aurais attendu que le prix revienne chercher cette liquidité, revenir dans un bloc qui est peut-être plus lower time frame, on parlerait peut-être de ce bloc-là, parce qu'il y avait une petite inefficience qui existe à ce niveau-là, pour venir chercher ici une position acheteuse. On le voit ici, ça aurait pu être très intéressant parce qu'on est venu casser le dernier high ici et ainsi continuer la structure. Peu importe ce qui se passe après ce niveau-là, le trail stop aurait permis de sortir le risque et il y aurait surtout une très très grosse prise de profit partiel à ce niveau ici. Donc voilà un peu comment on peut se servir de la liquidité et des blocs pour trouver une zone de trading intéressante. Le troisième point à garder en tête, ça parle aussi de liquidité, mais ça la combine avec les blocs de flux d'ordre que l'on voit depuis le début de cette vidéo. En général, si on crée une liquidité sur une tendance, c'est pour venir la chercher, pour alimenter le mouvement haussier. Parce que la liquidité qu'on crée va être une contrepartie qui va être utilisée par le composite man
en cours de route pour pouvoir alimenter la tendance. C'est le cas des equal high et des equal low ainsi que de l'inducement qu'on a vu dans la dernière vidéo sur la structure. Mais si le dernier bloc à l'origine du mouvement comporte une prise de liquidité, plus elle est grande et mieux c'est, et plus les probabilités qu'une nouvelle prise de liquidité ait lieu sur les marchés pour alimenter les mouvements, elles sont plus faibles. Pour la simple et bonne raison que dans la majeure partie des cas, une création de liquidité telle quelle, comme on la voit ici, suffira et offrira au mouvement plusieurs possibilités de continuation haussière sans avoir à en recréer une nouvelle. Autrement dit, on peut s'attendre à revenir dans ce bloc, chercher une position en ayant non pas la certitude, mais les probabilités de notre côté quant au fait que la cassure de ce lot ne sera pas nécessaire pour continuer le mouvement haussier. Parce qu'on sait que le flux d'ordre créé par ce bloc ici, et que le lot ici représenté par cette petite pastille jaune, ou le high ici en tendance baissière, devient un point bien plus protégé que les autres. On a un très bon exemple ici de la création d'un bloc via de la liquidité. On le voit ici, on est en tendance haussière, on a un premier bloc baissier qui revient. Une fois qu'on a cassé ce bloc à la hausse, on va avoir notre deuxième bloc baissier qui revient. Et on le voit ici, on a une création de liquidité à ce niveau-là, un espèce de support qui vient être liquidé. Et à ce moment-là, on sait que le prix n'a pas nécessairement besoin de venir chercher de la liquidité en dessous de ce point, parce qu'il l'a déjà récupéré à ce niveau-là. Là, j'ai également mis ce que j'appelle les retests de blocs en lower time frame ici qu'on voit. Ça, c'est un plus petit bloc en lower time frame qu'on est venu revisiter à ce niveau-là. Pareil ici. C'est un petit peu l'avantage aussi de ces blocs, c'est de pouvoir visionner la fractalité sans avoir à naviguer entre toutes les time frames. Et ici, on voit très bien avec ce bloc ici qu'on avait une magnifique prise de liquidité encore dans ce gros bloc-là qui était protégé lui-même par cette prise de liquidité. Donc ici, pareil, j'ai pas pu prendre la position parce que j'ai pas nécessairement trouvé une configuration de marché parfaite dans cette zone-là, mais par contre le biais était le bon. J'ai pu faire confiance en ce gros bloc de flux d'ordre de par le fait qu'il avait créé cette zone de liquidité ici. Le dernier point, c'est un petit peu tout ce qu'on explique depuis le début. On parle de maximiser les probabilités avec les blocs de flux d'ordre et je vous ai montré plusieurs configurations qui permettaient de distinguer les zones les plus intéressantes. Mais si on veut pousser encore les probas encore plus loin, on peut combiner toutes les configurations que je viens de vous montrer pour créer ce que j'appelle un setup HP, donc qui est pour haut potentiel. Donc si on combine tout, on voit qu'on a un bloc qui est issu d'une création de liquidité avec ces deux equal low ici, qu'il crée une inefficience du prix et que avant de revenir dans cette inefficience du prix, on a également une zone de liquidité ici. Donc tout ce qui va se passer dans ce gros bloc ici ou dans ce gros bloc ici en tendance baissière va m'intéresser. Donc ce setup là, c'est un petit peu le jackpot, même si ça n'engage en rien, ça vous donne pas 100% de probabilité. On va aller voir comment trouver ce setup, comment l'utiliser. Pour ça, je vais vous montrer une position que j'ai prise en réel il y a à peu près un an maintenant et qui était, je pense, une de mes plus belles positions de l'année, pas nécessairement en termes de RR, mais plus en termes de configuration. C'était une position de swing sur l'euro USD et c'était un setup que j'appelais au potentiel. La première chose à noter, qu'en fait, c'est qu'on avait un bloc ici qui était créé. Ici, c'est un bloc lower time frame, le plus gros bloc comprendrait toute cette zone-là, mais en tout cas, c'était un bloc qui était créé sur une zone de liquidité énorme. Ici, on parle quand même d'une zone de liquidité qui a duré 2688 jours, donc on parle de 7 ans globalement. Donc en fait, il y a une quantité colossale, mais quand je dis colossale, c'est colossal, de positions acheteuses qui étaient placées ici, qui ne s'attendaient pas à ce qu'on vienne chercher cette zone des 1,04, qui ont été liquidées à ce niveau-là, et plus précisément à ce niveau-là dans ce bloc-là. Ce qui apportait déjà une première confluence sur le fait que ce bloc était issu d'une zone de liquidité. Évidemment, une prise de liquidité aussi massive, ça nous a fourni un mouvement haussier assez rapide. On a ensuite le premier bloc haussier de cette nouvelle structure haussière. Et ce premier bloc baissier, il est très clair, on a vraiment ce rallye baissier avant de repartir dans un bloc haussier. Ce bloc haussier, il vient pas directement chercher le point haut, mais selon moi, c'était un assez fort mouvement pour qu'on puisse le considérer comme un bloc à part. Et une chose intéressante qu'on peut voir et que vous avez peut-être vu, c'est cette inefficience du prix qui était présente entre ce gros bloc baissier ici et ce gros bloc baissier ici. Donc c'est quelque chose que j'avais en tête. Ce bloc baissier n'est pas venu revisiter tous ces niveaux de prix ici. Même si on voyait le bloc de cette manière, il existait tout de même une inefficience de prix à aller combler. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais on a une très belle zone de support ici avec une touche là, une touche là, une touche là, qui vient être récupérée, qui est une confluence parfaite avec notre bloc et notre zone d'inefficience du prix. Donc on voit que le nouveau bloc baissier ici, il vient retourner parfaitement combler cette inefficience du prix en venant toucher notre dernier bloc baissier. À partir de ce moment-là, je savais que je pouvais rentrer en position. Ici, je rentre pas plus précisément en time frame parce que l'entrée en position, c'est pas forcément le but de cette vidéo aujourd'hui, mais ça m'a permis de prendre un trade qui était assez fulgurant, qui m'a donné 4,84 de RR et sur lequel je n'ai quasi eu
rien à faire. Alors ce point-là, c'est un point sur lequel j'aimerais revenir parce que même si ce setup est considéré à haut potentiel, votre biais peut ne pas être le bon, la structure peut casser et cette configuration de marché et ce setup, il y a écrit nulle part qu'il est bon à 100% du temps. Et vous pouvez prendre un stop loss et ne pas avoir le bon biais sur ce genre de setup. Parce que le but ici, c'est d'arriver à qualifier une zone. C'est de maximiser les probabilités autour de cette zone et autour de ce bloc de flux d'ordre et de comprendre par exemple que cette zone-là va nous apporter une possibilité de nous placer sur le marché, on va dire 60% du temps, comparé à peut-être 50% si c'était juste un bloc issu d'une liquidité. Et il faut comprendre en fait que le respect de ce plan et de se dire par exemple qu'on va chercher que ce setup HP ne passe pas par des gains ou des pertes. Il passe uniquement, et j'insiste sur ce point-là, par la visualisation d'une configuration qui convient à votre plan de trading. Là, dans cet exemple-là, on va prendre ce setup HP. Et aujourd'hui, si je devais tout refaire à zéro, on va dire que je me concentrais uniquement sur ce setup-là et je le chercherai sur les marchés quand il sera en adéquation avec ma structure, évidemment. Et je le traderai. Peu importe ce que je gagne ou que je perde, ce qui définira si mon trade est un bon trade, c'est la capacité que j'ai à rester concentré sur un seul setup. Ici, c'est pas les gains ou les pertes qui vont faire office de est-ce que c'était un bon trade ou pas. Si le setup n'était pas respecté et que je suis rentré sur autre chose, alors c'est un mauvais trade, peu importe que j'ai fait des gains ou pas. À l'inverse, si le setup est respecté et que j'ai fait une perte, ça reste un bon trade. Et ça, il faut l'avoir en tête, c'est primordial. J'ai un peu digressé, mais je pense que c'est important de comprendre ça. Je vous montre des setups qui sont très précis et qui sont parfois un peu techniques. Mais le but, c'est pas que vous vous disiez ah super, ce setup il est super compliqué donc il doit marcher tout le temps. Non, c'est absolument pas le cas, c'est absolument pas le message que je veux vous faire passer. Il y a de nombreuses fois où ça m'arrive de prendre ce setup et de me prendre un stop loss. Pour autant, est-ce que je suis content de mon trade? Oui, ce petit point psychologique et de cadrage d'une stratégie me fait une très bonne transition sur la deuxième raison pour laquelle il est intéressant de déterminer une zone, notamment grâce au bloc de flux d'ordre pour éviter de se disperser. Vous êtes peut-être dans ce cas-là à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, vous aimez sûrement beaucoup trader sur plein d'actifs, faire du scalping parce que vous estimez que c'est plus d'adrénaline et de dopamine, mais comprenez aussi qu'à un moment, vous vous prendrez le revers de la médaille. Et les influenceurs vont se battre pour vous dire que c'est ce qu'il faut faire, qu'il faut continuer à persévérer, mais comprenez qu'un influenceur qui vous incite à trader ou qui vous envoie des signaux a beaucoup d'intérêts derrière. Et ces intérêts, ce ne sont pas vos gains, c'est même précisément l'inverse. Aujourd'hui, moi, j'ai rien à vous vendre, je vous le dis, essayez de ne pas vous disperser et d'optimiser votre temps sur les marchés pour passer le moins de temps sur les graphiques. Utilisez ce temps libre si vous le souhaitez pour vous former à l'analyse fondamentale, à l'économie, à la finance, à la géopolitique ou à d'autres choses, mais n'utilisez pas 8 heures par jour de votre temps à regarder des graphiques, parce que c'est contre-intuitif. Bien qu'en soi, si vous voulez le faire, ce ne sera pas nécessairement une mauvaise chose, parce que ça vous fera comprendre qu'il ne faut pas le faire. En tout cas, on va essayer d'imager ça. Comme vous le savez, je trade depuis maintenant un paquet d'années sur les marchés financiers, et aujourd'hui, mon temps passé derrière les graphiques, il est extrêmement optimisé, pour la simple et bonne raison qu'après autant de temps passé, j'ai plus nécessairement l'excitation qui va avec également. Donc le but, c'est que je vous montre à quel moment je pose les yeux sur les graphiques et combien de temps je vais passer en fait à analyser mes graphiques. Ici, on va partir d'un graphique et d'un mouvement qui m'intéresse. Vous voyez, on a notre dernier bloc baissier dans notre structure haussière qui crée une zone d'inefficience du prix et sur lequel j'aimerais bien me placer une fois que le prix reviendra dans ce bloc baissier. C'est exactement ce qu'on a vu dans la première partie de la vidéo. On va dire que je vais arriver sur les marchés à ce moment-là, au moment où il y a ce premier petit bâtonnet ici avec cet œil qui représente en fait le moment où moi je vais avoir la vision sur le graphique. En fait, à partir du moment où je vois ça sur le marché, je vais pas essayer d'aller plus loin que tout simplement mettre une alerte au niveau de cette petite barre rose qui va servir à m'informer du moment où le prix aura comblé l'intégralité de cette inefficience. Par ailleurs, il y aura un peu de liquidité à récupérer ici. Cette prise de liquidité, elle m'intéresse pas tant que cette zone d'inefficience du prix n'est pas récupérée. Donc en fait, entre ce premier bâtonnet-là et ce deuxième, je ne regarde plus le graphique. Je place mon alerte et je ne regarde pas ce graphique. Une fois par contre que mon alerte sonne et que ce prix est liquidé, je vais retourner sur le graphique et voir par exemple ici qu'on a un premier rejet du prix. On le voit ici, c'est ce bloc haussier dans cette structure baissière ici. Une fois que je vois ce point, je sais que potentiellement, ça peut être ma confirmation parce que j'utilise week off pour mes confirmations et que ça s'apparente très bien à ce qu'on appelle le selling climax et ça l'automatic rally. Ça, je l'aborderai dans une nouvelle vidéo. C'est pas mon but de vous en parler ici. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où je vois ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre une alerte pour me notifier le moment où le prix va venir chercher cette zone de liquidité. Je ne sais même pas forcément en fait que cette zone s'est créée. Peut-être qu'elle sera là, peut-être qu'elle sera
sera plus bas et à ce moment-là, mon alerte va sonner et je vais pouvoir en reposer une. Et une fois, seulement une fois que le prix va venir récupérer cette liquidité, je vais retourner sur le graphique, attendre une cassure de structure à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai mis un deuxième œil qui représente parfaitement la cassure de structure. Et à ce moment-là, je vais pouvoir entrer en position. Et à partir du moment où là, je suis entré en position, on peut dire que j'ai une vision sur le graphique à peu près quotidienne. Je le montre par cette petite flèche verte pour vous dire qu'en fait, entre ce point-là et ce point-là, qui représente dans ce cas-là le TP, mais qui sera aussi potentiellement mon stop loss ou mon trailing stop s'il vient à se faire liquider, ce sera la zone dans laquelle je vais vraiment regarder le prix. Je vais y aller tous les jours, je vais voir comment je peux sortir mon risque, est-ce que je peux déplacer mon stop loss. C'est cette zone-là où je vais être le plus actif. Et en fait, vous vous rendez compte que sur un mouvement qui potentiellement, on va le dire, dure une semaine, je vais avoir 5 minutes ici, 5 minutes ici, 5-10 minutes ici. Et on va dire que dans cette zone verte, au cumulé, j'ai 1 heure. Je passe 5 minutes à 14 h, 5 minutes à 16 h, 5 minutes à 18 h. Donc on va dire que j'ai 1 heure globalement. Et en fait, on se rend compte que pour prendre le trade, de l'analyse jusqu'à la conclusion du trade, ici le take profit, ça aurait très bien pu être un stop loss aussi, je vais passer 1 heure. 1 heure et demie, peut-être sur les graphiques, à essayer de gérer mon trade, à essayer de rentrer en position, à essayer de comprendre le marché. Là où potentiellement un débutant, il va voir cette zone-là, il va rester sur le graphique, il va se demander si le prix monte ou s'il monte pas, et qu'est-ce qui se passe au moment où on revient dans cette zone d'inefficience, peut-être repasser ici avec un short, ensuite il va tout regarder cette prise de liquidité, et au cumulé, il aura passé 10 heures sur le graphique. Alors peut-être qu'il arrivera à prendre la même position et qu'il aura la même analyse, peut-être aussi qu'il aura essayé de prendre des trades baissiers qui n'auront pas forcément marché, ou tout simplement qu'il n'ait pas eu la bonne entrée en position à ce moment-là. Et tout ça pour dire que là où j'ai passé 1 heure et demie, potentiellement un débutant peut faire la même chose, et encore, très honnêtement j'en doute, lui, il aurait passé 12 heures en fait sur les marchés. Je pense qu'à un moment, il y a le cerveau qui explose, quoi. Et en fait, ces 10 heures-là, j'aurais pu les placer dans autre chose, j'aurais pu les placer dans potentiellement aller m'informer des actualités économiques et juste tout simplement faire ma vie, aller au sport, faire des choses comme ça. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, si on fait le cumulé, je prends, on va dire, entre 6 et 8 positions par mois, bah, je passe, on va dire, 13-14 heures à analyser le marché, prendre mes positions, prendre mes profits, prendre mes pertes s'il y en a, c'est quelque chose qui me prend 15 heures dans le mois. Alors évidemment, là je simplifie, il y a de nombreux cas dans lesquels je vais formuler une analyse fondamentale, je vais formuler une analyse de marché, le prix va pas faire exactement ce que je veux, ou alors il va pas me donner une entrée que je veux, et à ce moment-là, ce sera du temps qui sera passé sans prendre de position. Donc je vous rassure, je travaille pas que 15 heures par mois, en soi je travaille beaucoup plus, mais en tout cas je vais jamais rester 10 heures sur le graphique toute la journée pour essayer de voir comment évolue le prix. Je l'ai fait à un moment, hein, j'ai été aussi dans cette période-là au tout début, où bah forcément quand on adore ce qu'on fait, et quand on est passionné, on a envie de passer du temps à faire ça. Vous verrez qu'à un moment, c'est un peu moins excitant. Et pour autant, je pense que ça rend plus performant. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous expliquer selon moi le dernier point qui fait qu'une zone de trading est indispensable. Ce point-là, c'est celui qui fait selon moi augmenter un maximum la rentabilité de votre stratégie parce que vous allez fractaliser votre entrée pour identifier quasiment la même configuration que vous avez trouvée en higher time frame, mais cette fois-ci en lower time frame. Parce qu'on va utiliser ces zones pour trouver des confirmations à notre trade. Le but ici, c'est de comprendre comment réagit le prix à l'impact de votre zone. Ici, c'est une technique que j'ai pour simplifier mes zones et pour les rendre encore plus petites. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je pense qu'ici, c'est bien assez dense comme ça et que tout simplement, j'aurais pu garder cette grosse zone ici. Ça aurait très bien marché aussi. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une fois que vous comprenez l'order flow et que vous avez réussi à tracer une zone cohérente dans laquelle le prix revient, là par exemple, imaginons que vous avez très bien identifié cette structure haussière, ces blocs baissiers et cette inefficience du prix. Maintenant que le prix revient dans votre zone, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est là qu'une confirmation peut venir affiner votre entrée encore plus qu'elle ne l'était déjà, même si le win rate peut potentiellement baisser avec une confirmation, parce que comme on en a déjà parlé, plus vous fractalisez, plus vous compliquez la tâche, mais également ça apporte un ratio risk-reward qui va être démultiplié et les résultats financiers, là on parle plus nécessairement de win rate, vont être beaucoup plus intéressants. On le voit ici sur notre schéma, j'ai volontairement entouré le prix d'un rond bleu pour que vous compreniez sur la slide d'après que je descends en time frame à partir de ce moment-là pour avoir plus de visibilité sur ce que fait le prix. Et vous le voyez ici, je vais encore notifier mes blocs de flux d'ordre et attendre une création de liquidité, des fois plusieurs, tant que le prix n'a pas récupéré une liquidité nette et qu'il casse la structure lower time frame. Ici, c'est le cas avec ce petit pointillé rouge. On voit que c'est une cassure de structure baissier vers haussier dans une zone où moi, je m'attends que le prix reparte à la hausse. On a eu 2 prises de liquidité avant, donc je considère à ce moment-là que ce lot est un lot protégé. Et au niveau de la cassure de structure, je peux placer mon ordre pour espérer aller chercher ce mouvement haussier que j'attends depuis le début. Et en fait, cette confirmation, elle permet de minifier encore plus l'intérêt que je porte à mon bloc de flux d'ordre et de comprendre à quel moment précis le marché peut se retourner en apportant, pour ceux qui se souviennent de la vidéo de la liquidité, la notion d'effort et de résultat. Ici, l'effort fourni par le marché, c'est de créer toute cette prise de liquidité, toute cette manipulation, qui est une schématique d'accumulation de Wyckoff. Vous
vous inquiétez pas, on abordera ça dans une autre vidéo. Donc toute cette accumulation, on la considère comme l'effort qui est fourni par le marché et qui résulte en une prise de liquidité qui, elle, est un mouvement correspondant au résultat, dans la loi de l'effort et du résultat. Donc pour vous illustrer un petit peu tout ça, je vais revenir sur un trade que j'ai pris et que j'avais partagé à l'époque dans ma newsletter. Aujourd'hui, mes prises de position et mes analyses, elles sont disponibles directement dans mon Discord que vous pouvez retrouver en description. On peut voir ici qu'on avait un bloc baissier juste là, qui revenait dans un nouveau bloc baissier ici. À cette période-là, USD-CAD était très haussier pour des raisons fondamentales que je ne vais pas aborder ici. Et on peut voir qu'on a eu un bloc baissier, un nouveau bloc baissier et une zone d'inefficience du prix car ce bloc baissier n'est pas venu revisiter ce dernier bloc baissier. Donc je m'attendais en fait à un moment ou à un autre qu'on aille revisiter cette zone de prix. Chose qu'on a faite ici avec ce nouveau bloc baissier qui est revenu revisiter le prix. À ce moment-là, je savais que je cherchais une confirmation pour rentrer en position. Et cette confirmation, vous la voyez là. Ici, on a une énorme prise de liquidité. On a ce support, voilà, qui vient créer une touche, deux touches, trois touches, 4 touches ici avant de venir chercher la liquidité. Ici, le prix ne m'offrait pas un ratio risk-reward assez bon pour venir me placer à la cassure de la structure. Donc j'ai tout simplement refractalisé encore et j'ai attendu que le prix revienne chercher un petit bloc ici. Si on descend en time frame, on devrait le voir. Vous voyez, c'était ce bloc ici, donc toutes ces ventes là qui m'ont intéressé, donc de ce point là à ce point là, et je suis rentré en fait au retest de ces points là. J'étais très intéressé par le prix toujours parce qu'on n'avait toujours pas cassé cette trading range. Encore une fois, on abordera ces notions dans une vidéo sur Wyckoff. Pour l'instant, admettez-le. On avait une très belle prise de liquidité ici et je suis rentré là, donc c'est ce bloc baissier là qui m'a apporté cette confirmation ici et qui m'a permis de rentrer avec un SL qui est extrêmement tight. Ici, vous pouvez le voir, après j'ai pris des profits partiels quand on est venu casser la structure haussière. Après ici, j'ai pas nécessairement eu beaucoup de chance. Il y a eu une très grosse prise de liquidité sur le mois d'octobre. Vous voyez, j'ai pris un trade stop presque au tick près, quoi, vraiment. C'est très léger. C'est pas très grave, hein. J'ai réussi à prendre des profits sur cette position. Et le plus important, c'est de comprendre que mon biais était le bon. Là, on voit que cette position, dans le cas où je m'étais pas fait trail stop, elle serait allée jusqu'au bout. Là, c'était un ratio de 8,32. J'ai dû faire un ratio un peu plus léger de, hop, ici c'était 1,81 et j'ai pris des profits partiels par là, j'ai dû faire 2,5 R de ratio risk-reward. C'est une position qui en fait rapporte de la performance. Donc c'est tout aussi intéressant. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. J'imagine que ça fait beaucoup d'informations, que c'est dense et que ça va encore le devenir au fur et à mesure que je fasse des vidéos. Mais c'est aussi important de vous montrer que c'est ça la réalité du trading. C'est pas juste utiliser un indicateur et se placer quand l'indicateur dit qu'il faut acheter et vendre quand il dit qu'il faut vendre. C'est bien plus complexe que ça. Ce que je vous présente ici, en fait, c'est le fruit de milliers de trades, que ce soit en backtest ou en réel, en allant chercher l'optimisation la plus maximale possible. Je pense que vous aurez sûrement des questions. N'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je vous invite à rejoindre mon Discord en description dans lequel je vais pouvoir vous expliquer un peu plus en détail, répondre à vos questions. Si vous avez des graphiques, des choses comme ça, à me montrer. N'hésitez pas à liker et à commenter pour l'algorithme, ça nous donne de la force et ça nous permet de continuer à vous donner du contenu gratuitement. Donc essayez un petit peu tout ça sur vos graphiques, essayez un petit peu tout ça sur vos marchés et venez me dire ce que vous en avez pensé dans le Discord. Moi je vous souhaite un bon trading et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.